Alors, est-ce que je suis toujours à l'envers? Hello tout le monde, bienvenue. C'est la deuxième tentative, on va essayer aujourd'hui. Je suis à l'envers? Je suis à l'envers. Alors je vais vous le faire devant vous. Je vais retourner. Non, si je retourne, j'ai pas le droit. Je peux pas retourner pendant le direct. Si. Ouais, mais alors les autres jours, non. Alors, là, j'ai toujours la tête à l'en bas. Bon, sauf que je ne sais pas pouvoir me mettre en vertical avec ce pied. Donc, on a un petit souci. Un petit souci de technique. Ouais, bon, je vais essayer de caler le téléphone, mais... Salut Ludovic, salut Pascal, bonjour Marie-Pierre. Ouais, je pense, bonjour Pauline. Et j'arrive pas à coincer mon téléphone. Alors un coup je le mets en vertical, un coup en horizontal. Et bon, c'est la magie de Facebook qui me dit salut Françoise. Euh, alors, on va essayer comme ça. Non, c'est pas dit du tout que ça marche, mais j'en sais rien. Non, là on a retourné, donc là, voilà. Bon, vous assistez à du bricolage en direct. J'aime pas trop ça, mais bon, c'est comme ça. Et donc on va faire autrement. Et salut Simone. Est-ce que tu peux m'aider à l'écarter s'il te plaît? Voilà. Hop. Bon, c'est pas terrible, mais on va faire avec. Je crois que c'est... Salut Maria. Bon, est-ce que ce coup-ci j'ai la tête à l'endroit? Juste faites-moi un petit signe si j'ai la tête à l'endroit. Ah, merci Pauline. Alors, je vais m'excuser auprès de Pauline, de Simone, de Maria. J'ai un peu de retard je vous ai promis des réponses et j'ai un peu de retard. Je vais vous faire ça demain. Promis, 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 promis. Merci Pascal. Bon, mais ça y est, on peut y aller. Bon, mes amis, juste encore merci. Merci de votre présence. Alors, j'ai toujours pas compris comment Facebook marche parce qu'on est entre 20 et 50 pendant le live et puis dès que j'arrête, je vois qu'il y a 300, 400 vues. Alors ça, c'est plutôt chouette. Et sur les replays, on a beaucoup de vues. On dépasse les 20 000 vues dans les replays. Donc merci, c'est grâce à vous aussi parce que vous posez des questions, vous partagez. On est en interaction et je trouve ça super. Donc merci beaucoup. C'est un super encouragement. Bonjour Doris, bienvenue. Koujakis, j'espère que je n'écorche pas ton prénom. Bienvenue aussi. Alors, aujourd'hui, moi j'avais envie de vous partager quelques points. Et le premier, c'était vous faire part un peu de mon expérience d'aller me faire dépister. Alors, c'est pas tant le dépistage lui-même, mais un petit peu ce qu'il y avait autour. Et puis, les questions que je me suis posées avant et même qui ont continué après. Vous le savez peut-être, sur Marseille, on a un des premiers centres hospitalo-universitaires spécialisés dans les maladies virales et les maladies contagieuses, qui est dirigé par le professeur maintenant célèbre, le professeur Didier Raoult. C'est un très très grand institut, plus de 800 personnes y travaillent, avec des locaux ultra modernes qui sont intégrés à l'hôpital de la Timone. Et il a décidé, bonjour Jean-Luc, il a décidé au tout début de l'épidémie d'ouvrir son laboratoire et ses services pour faire du dépistage systématique, en tout cas systématique sur la base du volontariat, gratuit, ouvert à tous. Ensuite, si on est diagnostiqué positif, y compris sans symptômes, c'est-à-dire ce qu'on appelle porteur sain, de proposer sur la base toujours du volontariat son protocole de traitement à l'hydroxychloroquine plus
un antibiotique à large spectre. Donc ça, c'est le contexte médical. Moi, je ne suis pas expert, je ne suis pas médecin, donc hors de question pour moi de rentrer là-dedans. Mais voilà, quoi, il y avait je trouvais un décalage entre ces recommandations d'épidémiologistes et d'experts qui écoutaient vraiment dans le monde entier, et puis ben, les recommandations que l'on a qui sont restez chez vous, si vous avez des symptômes, appelez votre médecin traitant et allez à l'hôpital uniquement si vous avez une insuffisance respiratoire. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai compris les messages du gouvernement. Et je comprends bien qu'il y a sûrement une pénurie de moyens, une pénurie de lits, une pénurie de tout ça. Et donc, bien sûr, salut Aurélie, d'essayer de lisser le pic de personnes malades et de pouvoir prendre en charge en priorité les cas les plus graves. Donc tout ça, je comprends, en tout cas c'est ma compréhension. Mais il y a aussi ce que nous dit le professeur Raoult, qui est de dire que tout ce qui fait avancer la pandémie, ou ce qui fait qu'une épidémie devient une pandémie, ce sont la grande majorité de porteurs qui vont le disséminer alors qu'ils n'ont pas encore les symptômes. Et donc, moi, ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé, et le fait qu'ils proposent ce dépistage-là, ben, je me suis posé la question d'y aller ou pas y aller. J'ai fini par y aller. Et donc, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, et puis après, je vous partagerai aussi mes questionnements, puis les questions qu'on m'a posées aussi, et peut-être vous en avez. Donc, on y va sans rendez-vous et il n'y a aucun passe-droit, c'est-à-dire que le premier arrivé se met dans la file. J'y suis arrivé, je pense, comme la plupart des Marseillaises et des Marseillais qui avaient envie de se faire dépister, en se disant je vais y aller de bonne heure le matin pendant que tout le monde dort et j'aurai moins de monde. Bon, bien sûr, on a tous calculé pareil, et je me suis retrouvé en passant devant la Timone pour aller me garer avec une queue énorme, alors que les services n'étaient pas encore ouverts, ça ouvrait à 8h30, il y avait plus d'1 kilomètre de queue, et la queue est d'autant plus longue que les personnes respectent vraiment scrupuleusement, même plus d'1 mètre entre chaque personne, donc du coup ça fait une queue qui s'étendait sur le boulevard loin. Donc voilà, mais j'y étais, j'avais pris ma bouteille d'eau, une mandarine, et puis mon téléphone, et puis go, j'avais pris un bouquin que je n'ai pas commencé d'ailleurs. J'ai attendu à peu près 4 heures pour arriver jusqu'à l'entrée du laboratoire de dépistage, dans une ambiance super calme, très civile. Vraiment, on sent un peu qu'il y a de l'anxiété, évidemment. Plus j'approchais de l'entrée, et peut-être est-ce l'impatience, le fait d'avoir patienté longtemps, ou tout simplement le fait de commencer à ne plus être dans la rue, mais d'être vraiment sur l'entrée du laboratoire et donc de l'hôpital. Sûrement, on sentait l'anxiété monter, avec peut-être un petit peu plus de nervosité. Par contre, ce qui était plutôt très rassurant, c'est que régulièrement, il y avait des personnes liées au laboratoire qui faisaient passer les consignes directement issues du professeur Raoult, en disant vous allez rentrer, il n'y a pas de problème. Par contre, respectez les distances de sécurité. Il y a des caméras de surveillance. Ils voyaient que parfois c'était un peu trop serré, donc ils venaient très gentiment rappeler, en se disant quand ça fait des personnes, que ça fait voilà, ça les gens bafouillent, c'est n'importe quoi. C'est des personnes qui font des heures de fou, la plupart sont des volontaires, le font aussi avec l'anxiété de ne pas être contaminés par les personnes qui viennent, et répètent ça inlassablement des milliers de fois dans la journée. Donc j'ai trouvé vraiment leur patience, leur gentillesse remarquable. Et juste avant d'arriver sur le parvis de l'hôpital de la Timone, donc après quasiment 3h30 de queue, y a un cordon de policiers, et eux aussi, il y avait vraiment dans leur attitude, dans leur non-verbal, la façon dont ils étaient là, la façon dont ils communiquaient, beaucoup de... j'ai envie de dire de gentillesse, de simplicité, et vraiment plus une attitude de faire que les choses se passent bien et dans le calme, apaisante, rassurante, plutôt que mettre de l'huile sur le feu. Donc ça aussi, c'est à saluer. Du coup, le temps est passé relativement vite.
Et arrivé vraiment à la fin sur les marches juste à l'entrée du labo du professeur Raoult, ben là, les infirmières vous expliquent qu'il y a deux files, celle pour les personnes qui présentent des symptômes, ou en tout cas qui pensent présenter des symptômes, soit de fébrilité, soit de grippe, soit ceux du Covid, toux sèche, etc., fièvre, et une file pour ceux qui ne présentent pas de symptômes et qui veulent quand même être dépistés. Donc c'était mon cas, donc là j'ai été amené dans cette file, et à partir de là c'est assez rapide, vérification d'identité, carte vitale, adresse, donner un numéro de téléphone, adresse email. Moi, j'avais pas de masque parce que j'avais pas pu m'en procurer, donc on m'a donné un masque, désinfecté les mains, voilà, expliqué le protocole. Et en même pas un quart d'heure, 20 minutes d'attente, ben voilà, je me suis présenté, on avait sorti les étiquettes comme dans tous les laboratoires d'analyse médicale. Et le prélèvement, c'est une sorte de grand coton-tige qui est mis dans une narine et qui vient au fond du sinus. C'est absolument pas douloureux. On le sent passer, oui, mais pas plus que quand on boit la tasse à la mer. Et voilà, et ça dure une seconde. Et voilà. Et ensuite, on vérifie bien que c'est notre nom, c'est notre adresse, c'est notre échantillon, c'est notre numéro de téléphone et notre email. Et voilà. L'accent est mis sur, bien sûr, détecter et traiter, prendre en charge les personnes qui sont dépistées positives. Et, et donc, la consigne était, si vous êtes détecté positif, dans les 24 à 48 heures grand maximum, on va vous appeler, vous envoyer un SMS et doubler ça avec un email. Donc, vraiment une information immédiate. Et si vous êtes négatif, c'est pas certain qu'on vous écrive. Donc moi, à l'heure qu'il est, 18h14, ça fait 52 heures que j'ai été prélevé, donc j'ai eu aucun appel. Donc j'en conclus que j'ai été dépisté négatif. Voilà, donc voilà un petit peu comment ça s'est passé. J'ai rien vu de frein à ce que ça puisse être mis en place dans tous les hôpitaux. Bien sûr, se pose la question des moyens, matériel de prélèvement, matériel ensuite pour pouvoir faire le test. Donc le test PCR, c'est une amplification ADN pour vérifier que l'ADN du virus et pouvoir quantifier ça. Donc il faut des amorces, c'est des fragments d'ADN qui viennent coder, se mettre là-dessus. Mais ça, c'est quelque chose c'est pas de la science, c'est pas la NASA, quoi. Il y a 20 ans, oui, c'était de la NASA, mais aujourd'hui, c'est des choses qui sont en routine. Donc ça prend une logistique pour créer suffisamment d'amorces, les diffuser, que les labos soient formés, etc. Donc ça, c'est une chose, mais voilà. Alors après, ça, c'est vraiment, j'essaie de vous faire le déroulé factuel, et puis après, il y a toutes les questions qui se posent autour. Simone, merci de poser la question, de dire est-ce que c'est nécessaire de se faire dépister, est-ce que rester chez soi est le mieux? Et alors, j'en sais rien, mais par contre, je vais vous partager mes réflexions, et puis je pense que vous pourrez, vous aussi, vous faire votre opinion, votre âme et conscience. Moi, j'essaye de me garder de pour ou contre parce que, et j'irai un petit peu plus loin, c'est quelque chose qui n'est pas forcément une énergie dans laquelle je veux rentrer, même si dans la journée, je ne vous cache pas que j'oscille sur des phases où je me dis, mais ouais, t'as raison, il faut le dire, il faut militer, et puis finalement, ce n'est pas l'énergie que j'ai choisie. Donc, les questions qui se sont posées, c'est d'abord sortir ou pas. Est-ce que je dois rompre entre guillemets mon confinement pour aller faire la queue 4 heures au froid, au contact ou pas? Ça, je ne le savais pas en y allant. Et forcément, en allant dans un hôpital, dans un lieu où statistiquement, on peut penser que la concentration en micro-organismes et en virus va être plus élevée que chez moi. Mais encore une fois, ça, j'en sais rien parce que chez moi, je n'ai pas testé. Donc moi, j'y suis allé, j'ai choisi d'y aller. Pourquoi? Parce que ce que j'ai contacté, c'est est-ce que j'ai peur de savoir ou est-ce que j'ai envie de savoir? Et qu'est-ce qui est le plus utile pour moi
et par rapport aux autres, ceux qui m'entourent, c'est de savoir si je suis porteur et donc que j'ai un risque de contaminer ma boulangère quand je vais acheter le pain tous les 3 jours ou contaminer peut-être ma mère, qui est, je ne sais pas si elle est connectée là, qui a 86 ans, qui fait forcément partie des personnes un petit peu plus vulnérables que les personnes qui ont peut-être un système immunitaire, des défenses un petit peu plus fortes. Donc voilà, donc je me suis posé la question, finalement, est-ce que je prends plus de risques d'être contaminé ou je prends plus de risques en ne sachant pas si peut-être je suis contaminé et là je contamine à mon tour même dans l'isolement parce que l'isolement ou le confinement n'est pas étanche. Regardez, vous, c'est pas étanche, vous allez en ville même rarement, mais même si on limite nos déplacements, on va en ville, on va au contact, on ne sait pas si les personnes que l'on va croiser ou pas sont porteuses ou pas. Donc ce confinement n'est pas étanche, à partir du moment où il n'était pas étanche, encore une fois, je ne dis pas de vérité, je dis juste ce qui a opéré en moi. J'ai pensé que j'aurais plus de bénéfices pour moi de savoir si j'étais porteur ou pas. Et je pourrais ensuite adapter mon attitude avec ça. La deuxième chose qui m'a fait sortir aussi, bonjour maman, tu vois, je parlais de toi, elle fait coucou, ça me fait plaisir que tu nous écoutes. Et il y avait aussi la question de est-ce que vraiment je prends un risque supplémentaire d'être contaminé ou pas je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a la présence du virus ou pas, et puis il y a sa charge, et puis il y a le fait que c'est une maladie respiratoire. Donc entre le moment, même s'il est par terre, le risque ou la probabilité qu'il m'atteigne, et ensuite qu'il atteigne mes voies respiratoires, ça en est encore une autre. Et ensuite que le fait qu'il atteigne mes voies respiratoires et qu'il y ait une charge virale suffisante pour passer la muqueuse, passer mon microbiote pulmonaire et commencer son œuvre destructrice, il y en a encore une. Donc en fait, mais en mon âme et conscience, je me suis dit non, je pense que si je respecte clairement les consignes de distance, les consignes de sécurité, que je ne vais pas parler aux personnes et prendre le risque de leur projeter de ma salive, et si je fais attention de ne pas qu'on me projette rien dessus, je ne vois pas en quoi je vais prendre un risque supplémentaire, et sûrement je prends un risque, mais c'est encore une fois ce qui est opéré pour moi, un risque plus faible que si je vais dans un commerce alimentaire pour faire mes courses sans savoir du tout si le personnel est porteur, pas porteur, etc. Donc ça c'est un des points, c'était sortir ou pas, et j'ai choisi de sortir. Je vous avoue que cette décision n'a pas été très très longue à prendre finalement. Par contre, il y en avait une qui me taraudait un petit peu plus, c'était est-ce qu'en faisant le test, je prends la place de quelqu'un qui en aurait plus besoin que moi ? Je me sens en bonne santé, je suis conscient du pouvoir que j'ai d'entretenir mon système immunitaire par mes émotions, mes pensées, mon alimentation, mon exercice physique, un certain nombre de trucs que je ne veux pas parler de conseils, en tout cas que je vous partage, pas au quotidien mais presque dans ces lives. Et donc je me dis, bon, est-ce que finalement je ne vais pas prendre la place de quelqu'un d'autre ? Et puis là, je me suis dit, mais est-ce que je suis le mieux placé pour répondre à cette question ? Le professeur Raoult connaît les moyens dont il dispose. C'est l'expert numéro 1 au niveau mondial. Hein. Si vous regardez le site d'expertise, puis aller sur son site, c'est l'expert numéro 1 au niveau mondial. Et les 5 experts français qui sont dans le top 10 mondial sont tous de son service. Donc je me dis, bon, il sait de quoi il parle. Et s'il pensait qu'il vaut mieux réserver le diagnostic aux personnes porteuses, voire aux personnes qui ont certaines catégories qui en ont le plus besoin, j'imagine qu'il aurait déjà donné les consignes dans ce sens-là. Le fait qu'il l'ouvre à la population sans rendez-vous, gratuitement et de la façon la plus large, c'est qu'il y a sûrement à ses yeux d'experts un intérêt épidémiologique à tester aussi les personnes qui sont, entre guillemets, sans symptômes. Et du coup, je suis allé creuser un petit peu cette histoire. Et là, Simone, à ta question, est-ce que c'est nécessaire ou rester chez soi est-il mieux ? Moi, en allant voir un petit peu sur son site et ses points presse et ce qu'il dit, il raconte qu'une épidémie, finalement,
elle est liée à la charge de virus qu'on a dans le corps, aux personnes, parce que les virus ne se déplacent pas, c'est nous qui le transmettons. Et donc finalement, qu'une personne qui a les symptômes, elle sait qu'elle est malade, elle va se prémunir de cracher sur les autres, de voir son entourage, et elle va presque s'auto-confiner, elle va aller à l'hôpital sûrement pour être prise en charge, etc. Mais il dit que quand les symptômes sont très avancés, la charge virale diminue. Et que là où on est le plus contagieux, c'est-à-dire être contagieux, c'est être la personne qui participe à la dissémination de la pandémie, même en faisant très peu de déplacements. Mais encore une fois, ce confinement n'est pas étanche à 100%. Donc ça veut dire que les personnes qui ont le plus de risque ou de chance, enfin plutôt de risque de contaminer les autres, c'est celles qui ne se savent pas porteuses, qui pensent être en pleine santé, qui pensent qu'aller faire leur jogging, ça risque rien, qu'elles vont contaminer personne, qu'aller faire leurs courses, mais puisqu'elles sont en pleine santé, ça risque rien, sauf que c'est là où vous pouvez être porteur. Et donc, fort de cette opinion-là, j'ai compris pourquoi le professeur Raoult ouvre ça et veut diagnostiquer le maximum de personnes, y compris de personnes qui n'ont pas de symptômes. Et donc, je me suis dit, autant écouter un expert que rien. Et j'ai choisi d'aller me faire dépister, et en pensant que je ne prenais pas la place avec quelqu'un d'autre, mais que si je devais être porteur, au moins, je serais mis hors jeu, puisque je serais traité, soigné, confiné, et j'irais pas contaminer les autres. Donc finalement, je me suis dit, c'est plus utile pour moi et pour mon entourage et pour la communauté si je me fais dépister, et si je dois être porteur, au moins je serai pris en charge. Un autre point important, c'est que, et j'en reviens à la troisième question que je me posais, c'est est-ce que finalement il vaut mieux être traité avant d'avoir les symptômes ou pas? Et là encore, c'est une question un peu corollaire, mais de la question dépistage avec ou sans symptômes. Et oui, Pauline, mais vous prévenir que guérir, c'est presque une médecine chinoise, c'est vrai. J'ai là aussi écouté un petit peu l'avis de cet expert, et de son équipe, qui dit que à partir du moment où on est diagnostiqué et avec son protocole de traitement, en 5 jours, notre charge virale diminue suffisamment pour ne plus être contagieux. Et donc, au contraire, si on n'est pas traité, et en 5 jours, on n'a pas forcément de symptômes, on n'a pas de liaison encore pulmonaire qui font que l'on tousse, etc. Mais par contre, le virus, si on est contaminé, c'est ce que j'ai compris, augmentait, se reproduisait dans notre organisme jusqu'à un certain seuil où là, les lésions vont apparaître. Et donc, finalement, on est beaucoup plus contagieux en étant en apparence sain, juste avant de commencer à avoir les symptômes, parce que non seulement on se pense en pleine santé, on ne se pense pas porteur, mais en plus, on a un pic de concentration de virus qui fait que notre contagiosité, je ne sais pas si le mot est exact, va être la plus élevée. Et donc, par rapport à ça, je me suis dit, il vaut mieux être dépisté et traité rapidement, si je dois l'être, pour pouvoir abaisser mon niveau de contagiosité, etc. Et donc c'est les 3 éléments, les 3 questions que je me posais, et du coup, on va la voir. Alors Simon, tu dis, en sortant du terre, rien ne t'empêche de choper le virus, et tu ne le sais pas, tu te crois sain, et tu es déjà sain. Ouais, sauf que si tu fais pas le test, t'en sais rien. Donc moi, être aveugle, mais je respecte chaque opinion. Moi, en tout cas, c'était pas la mienne. Et moi, d'être aveugle, ça ne me plaît pas. Je préfère savoir. Et à partir de là, on peut y aller. Et encore une fois, je crois qu'il y a une psychose réelle qui est que le virus te saute dessus. Alors, je vais faire un peu de détente là, parce que c'est pas parce qu'on va rigoler que le virus nous atteint plus ou pas. Je sais pas, pour ceux qui connaissent le sketch de la chauve-souris qui porte la rage de Jean-Marie Bigard. Je suis pas fan de l'artiste, mais ce sketch-là, moi, il me fait mourir de rire. Voilà quoi, la chauve-souris qui porte la rage, forcément chez toi, elle va t'attaquer, elle connaît le code de ton digicode, elle va ouvrir la porte, et en plus, il faut qu'elle porte la rage. Donc, je crois que sans du tout minimiser la dangerosité de ce virus ou autre, j'ai pas du tout d'avis d'expert là-dessus, mais il m'apparaît que la psychose qu'il peut se choper comme ça, non, c'est pas vrai.
il faut qu'il soit en contact direct avec nous, il faut que ce contact-là, ça ne suffit pas, il vienne être porté jusqu'à nos voies respiratoires, il faut qu'il y ait une charge virale suffisamment grande, etc., etc. Et encore une fois, le virus est une chose, mais le terrain en est une autre. Et aujourd'hui, si on a quelque chose sur lequel on peut faire face et non pas voir à l'extérieur, c'est notre système immunitaire et notre terrain, favorable ou pas, à la croissance du virus ou pas. Et donc, je pense qu'à partir du moment où on n'est pas dans la psychose de il peut m'attaquer de partout, c'est pas lui qui attaque, c'est nos gestes, et qu'on fait les gestes barrières. Moi, je suis parti de là, j'avais mon masque, j'ai croisé personne, j'ai repris ma voiture, je suis rentré, je me suis désinfecté les mains, j'ai posé mes chaussures, j'ai lavé mes vêtements, j'ai pris une douche. Je vois pas en quoi j'avais plus de risques là Ah, merci Muriel de me confirmer que contagiosité, c'est le bon mot. Merci, super. Il n'y a pas plus de risque. Après, c'est nos peurs. Et ça nous renvoie à nos peurs. Et là, j'ai envie de vous dire, et c'est un sujet que je veux traiter aujourd'hui, voilà quoi, chacun ses peurs, son niveau de conscience, et il n'y a aucun jugement dessus. Et puis en plus, ça peut bouger selon les sujets, selon le contexte. Par contre, chaque fois que l'on va penser que le danger est à l'extérieur, et même s'il y est là, le virus est à l'extérieur de nous, mais quel est le seul pouvoir que j'ai à part me protéger, être responsable? Mais je le suis d'autant plus que maintenant je sais que je suis sain. Forcément, je vais me protéger encore plus. Et si je devais être diagnostiqué positif, j'aurais été pris en charge. Donc dans les deux cas, je crois que moi j'avais intérêt à avoir cette information-là. Mais à partir du moment où maintenant je sais que je n'ai pas contracté ce virus, je suis vraiment en prise avec mon pouvoir, mon seul pouvoir, qui est de me maintenir le plus possible en bonne santé. Et on a vu que les émotions, l'anxiété, le stress faisaient partie des éléments peut-être les plus primordiaux, importants, le facteur d'influence de notre système immunitaire vraiment très important, parce que il agit sur les conditions biologiques du développement de notre microbiote, il agit sur pas mal de paramètres physiologiques et fait que, au final, l'anxiété est un ennemi de notre système immunitaire. Et donc moi, c'était plus anxiogène de ne pas me faire dépister plutôt que de savoir. Donc maintenant, je sais, et je l'ai observé vraiment, ça a détendu mon niveau d'anxiété. Alors, j'ai aussi conscience que c'est peut-être un peu privilégié d'être à Marseille aujourd'hui, d'avoir ce que fait le professeur Raoult, mais j'ai entendu quand même que il y avait pas mal d'initiatives d'hôpitaux et de CHU publics qui, en France, aujourd'hui, décidaient de passer outre les consignes du ministère de la Santé pour pouvoir commencer à faire des tests de façon plus systématique, chacun avec leurs moyens, et c'est bien. J'ai vu au Luxembourg qu'il y avait des drive tests. Alors Simone, ça va peut-être dans ce que tu dis, c'est-à-dire vous y allez comme au McDrive, quoi, et vous y allez en voiture et on vous prélève, donc vous limitez les risques de contact avec les personnes, etc. C'est une initiative du Luxembourg, donc voilà, donc ces protocoles-là se mettent en place et je voulais vous partager aucune vérité, mais en tout cas mon expérience, et puis surtout ces questions légitimes qui se posent et qui étaient pour moi sortir, pas sortir. Est-ce que je prends la place de quelqu'un d'autre quelque part? Est-ce que je vais utiliser des ressources qui auraient pu être plus utiles à quelqu'un? Et puis, est-ce que finalement la prescription du test, en tout cas le diagnostic du steak, pouvait être bon ou pas? Donc, Hélène nous dit, les médecins de ville ne peuvent plus prescrire ces deux molécules depuis janvier. Oui, alors moi, voilà, je vais utiliser le mot scandale, hein, on est dans une sphère privée là, de mon live Facebook, de ma communauté, mais oui, je trouve ça scandaleux et je cherche pas à comprendre pourquoi, c'est pas le moment, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de moi qui m'a révolté. Aujourd'hui, je suis plus apaisé avec ça et j'ai plus envie de partager au maximum l'information pour faire bouger les lignes. Voilà. Donc,
Donc, alors Simone, il faut faire ce test tous les jours, mais pourquoi? Enfin, là, je te suis pas du tout. Mais bon, si c'est ton système de croyance, c'est OK, hein, il y a vraiment OK. C'est à toi d'être OK avec ça, mais je vois pas en quoi il doit être fait tous les jours. Aujourd'hui, que je suis pas porteur, je maintiens les gestes barrières, je suis précautionneux, je suis en confinement. Voilà, je sais juste que quand je vais rompre mon confinement, je sais pas si ce sera demain ou après-demain pour refaire quelques courses de produits frais, ben, je sais que moi, je ne suis pas porteur. Et du coup, j'ai aucune raison d'être dans la psychose. Et je sais aussi que, ben, raison de plus de respecter ces gestes-là. Donc, je ne vois pas du tout le lien de cause à effet, si ce n'est peut-être tes peurs, etc. Ou, ah, c'était une joke, ok, pardon, j'ai perdu mon sens de l'humour, ça m'étonne. Et merci pour ça. Donc voilà, donc je pense que c'est un point que je voulais vous partager parce que c'est une expérience et aujourd'hui on a voilà, il suffit de garder les bons gestes, oui, 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 mais j'ai envie de dire que la motivation est encore plus grande quand on se sent en santé, donc ça veut dire aussi que lorsque je romps mon confinement, je sais que je ne mets pas les autres en danger, reste à moi à me protéger. Donc quelque part, ça me renvoie encore plus à ma responsabilité individuelle et au pouvoir que j'ai d'entretenir au mieux mon système immunitaire. Ça, c'est entre mes mains, c'est dans mon pouvoir à moi, je le dois à personne, et d'être respectueux maintenant de ne pas contaminer les autres. Donc voilà un petit peu ce que, bon, on pourrait faire longtemps, mais je voulais vous partager un petit peu cette expérience-là. Je comprends qu'elle puisse faire poser des questions, faire polémique. Aujourd'hui, l'idée, c'est pas de rentrer dans un pour ou contre, mais peut-être vous amener des éléments de réflexion que vous pouvez prendre pour vous-même et venir enrichir de de vos propres avis, infos, etc. Donc ça, c'est important parce que moi, il y a une question que j'aime me poser, c'est qu'est-ce qui est à mon pouvoir et qu'est-ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, une décision politique, j'ai choisi, mais c'était ma responsabilité aussi de ne pas rentrer en politique, donc j'ai choisi de ne pas peser là-dedans. Aucun pouvoir direct sur ces décisions-là. Par contre, j'ai le pouvoir sur ce que je peux faire moi, de suivre les recommandations, d'être le plus civil et puis surtout de voir qu'est-ce qui est le mieux. Moi, en santé, je pense que je suis plus utile à la société que moi malade, sans le savoir et pouvant disséminer. Donc voilà, en quelques mots, voilà la conclusion de cette expérience. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur ce sujet-là que vous voudriez qu'on aborde là un petit peu à brûle-pourpoint avant de passer à un tout autre domaine, mais vous verrez, c'est un petit peu connexe aussi. Ouais, Pauline, je sais bien alors j'ai vu sur Paris la Pitié-Salpêtrière est en train de suivre ça et oui, j'espère que effectivement ça va pouvoir se généraliser au maximum parce que ben voilà, moi ça m'a convaincu de penser que dans une épidémie, il fallait d'abord traiter les facteurs de progression de l'épidémie et encore une fois, si j'attends d'être malade, je vais venir engorger les services. Donc c'est vrai que on appelle à notre civisme de rester chez nous, oui, mais rester chez nous en santé, c'est sûrement c'est le degré au-dessus, quoi. Donc voilà. Donc allez, je ne fais pas plus long là-dessus, on pourra peut-être y revenir sur le prochain live, mais voilà. Euh, un point que j'avais envie de vous partager, parce que elle m'a habité un peu, j'ai ressenti un peu de tristesse ce matin quand j'ai vu que il y avait beaucoup de... En tout cas, il y avait une tension de plus en plus grande sur pour, contre, c'est des fous, c'est machin, c'est tout ça, ou moi-même, je suis un inconscient d'avoir fait le test, voilà. Et j'étais triste, j'étais pas en colère, j'étais triste, pourquoi? Parce que ce que j'observais, c'est que cette tension, elle est
elle vient à toujours voir dans l'autre le danger. Et, et ce que ça me renvoyait, c'est finalement la propre colère des personnes, leur propre frustration, et finalement, est-ce que tout cela s'entretient, et est-ce que moi je l'entretiens aussi, quoi. Et c'est pour ça que je vous mettais un peu la précaution en départ, d'essayer d'être non pas dans une énergie de prosélytisme, de pour, contre, etc., mais d'essayer plus d'amener des choses qui vous permettent, vous, de prendre ce qui résonne et de vous ramener à votre propre responsabilité. Encore une fois, je crois qu'on utilise le mot conscience, responsabilité, mais au final, c'est le seul pouvoir que l'on a, il est sur nous et on le fait en notre âme et conscience. Donc, moi, j'ai senti un durcissement dans les oppositions et ça m'a attristé. Pourquoi? Parce que je pense que la solution n'est pas là et surtout, ça m'a renvoyé à mon énergie que j'ai eue il y a quelques jours où je voulais à tout prix avoir raison. Et je crois que c'est lié avec avoir raison. C'est-à-dire, je crois en ça, et comme je crois en ça, je suis en sécurité dans ce système de croyances. On peut appeler ça notre champ de conscience, qui est pour moi la somme de nos croyances. Et on est en sécurité dans ce système-là. Et toutes les personnes qui ne pensent pas pareil, finalement, inconsciemment, je dis bien inconsciemment, sont vues comme le péril. Et c'est à cause de cette personne qui fait son jogging qu'on va rester confiné plus longtemps. C'est à cause de... Alors là, ce n'est pas un appel à l'incivilité, c'est pas ça, mais le raccourci est tellement facile. C'est à cause des Chinois que l'on a eu ça, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Et tout ça nous renvoie à nos peurs. Et donc, c'est vraiment une invitation avant de mettre un jugement tellement hâtif et dont moi aussi je fais et parfois très allègrement, mais quand même revenir à un moment donné de voir au fond de nous avec quoi on n'est pas OK, qu'est-ce que ça renvoie et où est notre zone d'insécurité. Parce que je crois profondément que cette tension-là, ne rajoute rien à l'affaire, deux, est contre-productive mais contre-productive au sens médical du terme, c'est-à-dire qu'elle vient jouer contre nos défenses immunitaires, et en plus, elle vient créer elle vient nourrir cette anxiété ambiante, cette psychose ambiante. Et je crois qu'on peut parler de science, on peut parler de nutrition, on peut parler de tout ça, si on détruit notre état interne par cette colère, cette pensée, observez-vous, vous voyez que quand on est en colère, rapidement on a la boule au ventre, on a immédiatement notre corps qui se contraint, qui vient se tendre, et oui, on vient là empêcher notre corps de travailler finalement à notre survie, à notre système immunitaire, à notre capacité de défense, etc. Et donc je crois que notre sécurité n'est pas dans l'invective, dans le pour, le contre, mais plutôt dans venir observer ce qui vient bouger à l'intérieur de nous. Et donc, je vous disais, ça renvoie à l'idée de j'ai la vérité et donc je veux avoir raison. Mais finalement, avoir raison, qu'est-ce que c'est? Avoir raison, c'est vouloir convaincre l'autre, vouloir avoir des personnes qui sont du même avis que nous. Et pour moi, c'est quoi? C'est finalement laisser à l'autre le pouvoir en miroir de nous dire finalement j'ai raison ou j'ai pas raison. On cherche à se convaincre soi-même que l'on a raison parce que les autres nous approuvent, mais ça se joue de nous à nous. On n'a pas besoin de l'approbation des autres pour être dans notre zone de confiance, dans notre zone de sécurité. Et donc finalement, on vient encore en voulant
avoir raison, en voulant se battre pour nos idées, en voulant imposer ça, on vient créer une force opposée, on vient créer quelque chose qui vient se mettre en opposition avec nous, et je pense que là, ben, on ne peut pas avancer. Donc, quelle est l'alternative à tout ça? Il me semble que l'alternative à ça, c'est de vraiment voir en nous où est-ce qu'on se met en sécurité, où on met la sécurité. Et moi, pour ma part, il me semble que ma plus grande sécurité, c'est dans ma capacité à être le mieux possible en harmonie, en symbiose avec le monde qui m'entoure, parce que j'ai besoin de mon microbiote, j'ai besoin de mon environnement, j'ai besoin d'une certaine sécurité affective, j'ai besoin d'une certaine sécurité dans plein de domaines, et qu'à partir du moment où je viens nourrir plutôt ces sécurités-là, ben, l'ensemble est nourri. Et à chaque fois que je suis dans finalement imposer mon point de vue, venir dire que le professeur Raoult, son protocole est supérieur, oui, j'ai ma conviction, bien sûr, mais là je vous parle de pas de renoncer à ces convictions, mais de comment on va pouvoir communiquer avec, à partir de quelle énergie on va pouvoir communiquer. Soit je communique avec la peur que si le professeur Raoult n'est pas entendu, c'est la fin du monde, tous vendus, machin, tout ça, ou bien je communique sur le fait que lui, il a le 06 du président, il l'appelle quand il veut, donc je pense qu'il est assez grand pour se faire entendre, et s'il ne se fait pas entendre, moi je relaye ces informations, je fais un certain nombre de choses, mais ma part de colibri, mais à quoi ça sert de venir vouloir convaincre quelqu'un qui n'entend pas ce que je lui dis? Et d'abord, est-ce que j'ai la vérité? Moi, j'en sais rien du tout. Donc, il y a ceux qui raisonnent pour moi, mais peut-être que je me trompe complètement. Et peut-être que ce qui me met dans ma zone de sécurité, donc dans mes croyances, n'est pas du tout fondé. Peut-être que l'histoire dira que c'était pas ça la voie. Donc ça, j'en sais rien, c'est pas écrit. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie plutôt de bâtir mon discours sur une énergie différente qui est de partager, de vous donner mon expérience plutôt que de vous dire il faut faire comme ça, de vous dire en toute vulnérabilité les questions qui m'ont traversé, sortir, pas sortir, utiliser un test de dépistage peut-être à la place de quelqu'un d'autre ou pas, est-ce utile ou pas, quelle attitude maintenant je vais avoir, etc. Et donc je préfère vous partager ça et vous renvoyer à votre propre conscience que de vous dire voilà je l'ai fait, ça devrait être machin, tout ça, il faut tous y aller, on se mobilise, on fait... Moi, je pense que ce n'est pas cette énergie-là qui peut, et c'est mon champ de croyance, mon champ de conscience, peut nous faire progresser, mais plutôt une sorte de plateforme, de fondation basée sur notre paix intérieure. Et à partir de là, on peut peut-être sûrement avancer. Et puis... je crois que tous ceux qui ont des enfants ou se rappellent quand ils étaient enfants, pour ceux qui n'en ont pas, savent, et puis on l'apprend souvent à nos dépens, que enfants, on ne fait pas ce qu'on nous dit et nos enfants ne font pas ce qu'on leur dit. Ils font ce qu'on leur montre, ils font ce qu'on leur fait et qui on est. Et donc, je pense que j'ai plus envie aujourd'hui de me poser les questions, vous les partager, avancer. Et puis, peut-être que dans ce sillage-là, on peut créer une sorte de mouvement. Et ce mouvement-là, sûrement, prendra son ampleur, sa dimension. En tout cas, il ira là où il doit aller plutôt que vouloir contraindre, forcer, avoir raison et qui pour moi crée une énergie complètement contre-productive. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, et d'ailleurs la méditation de tout à l'heure sera une méditation plutôt d'unité, de gratitude, et finalement on peut voir, et ça sera peut-être ma conclusion de ce petit chapitre. Mais tiens Sarah, c'est raccord, tu me fais un pont énorme, j'ai arrêté de regarder Facebook et autres, ça me mettait dans un état de colère énorme. Ben ouais, et tu as raison de te protéger, au moins de pacifier ça. Par contre, je t'invite à aller voir aussi en toi cette colère-là et l'accepter, et de voir ce qui remonte et de t'autoriser à l'être aussi en colère. Je voulais vraiment peut-être conclure sur le fait que
en allant pacifier ça, on se fait d'abord du bien à soi et c'est sûrement le premier pas pour booster notre système immunitaire. Et pour ça, il y a un petit truc simple, c'est d'aller voir ce que l'on nourrit. Est-ce que je nourris ma peur d'être malade ou est-ce que je nourris ma joie d'être là, dans la seconde, en bonne santé? Parce que si on est ensemble là sur ce Facebook Live, si on s'écoute, c'est quels que soient les problèmes, je ne dis pas que c'est rose pour tout le monde, mais c'est qu'on est là en santé. Et donc on va faire grandir, on va nourrir ce que l'on a envie de voir. Et donc moi je vous propose d'aller voir peut-être tout à l'heure dans la méditation, plus nourrir, arroser cette graine de notre bonne santé pour la cultiver, plutôt que la peur d'être malade. Donc vous voyez, entre le paradis et l'enfer, ça se joue pas grand-chose. Je crois que les deux portes, elles sont juste à côté. C'est juste quelle on choisit de prendre. Est-ce que je choisis d'aller voir l'état où je suis, là, en toute lucidité? Aujourd'hui, moi, si je me regarde objectivement, je suis en pleine santé. Donc, est-ce que je veux nourrir ça, le développer, me bâtir sur cette énergie-là, ou alors voir la peur, voir quelque chose qui n'existe pas encore, qui n'est pas dans ma réalité, mais qui peut-être va le devenir si à force de la nourrir. Donc voilà un petit peu les mots que j'avais envie de vous passer. C'est pas du coq à l'âne, mais avant la méditation, je voudrais répondre à quelques questions qui m'ont été posées. Alors là, on va revenir sur la partie intelligence nutritionnelle, sur la partie microbiote, système immunitaire. Et là, c'est un petit peu corollaire. C'est Pascal qui m'avait posé la question du lien entre microbiote, inflammation, microbiote et inflammation articulaire. Est-ce qu'il y a un lien? Alors oui. Les études que j'ai lues sur le sujet, alors je n'ai pas regardé peut-être les dernières, mais je me rappelle de celle de Maxime Bréban qui est de l'INSERM, je ne sais plus d'où, mais il est dans le labo français de l'INSERM. Maxime Bréban, je pense que vous allez trouver ses publications sur les sites de publications scientifiques, a montré le lien entre les dysbioses, donc cette disharmonie entre notre microbiote intestinal en particulier et notre corps et les spondyloarthrites. Alors j'ai toujours du mal à prononcer ce mot, mais en tout cas ces inflammations articulaires qui peuvent se généraliser et qui sont extrêmement invalidantes. Et il a montré qu'il y avait 20 fois plus de cas de spondyloarthrite avec des dysbioses au niveau du microbiote intestinal que de personnes qui n'ont pas de dysbiose. Donc le lien est établi, mais par contre, était-ce une conséquence de la maladie, au contraire un facteur? Et il semble aujourd'hui que le microbiote intestinal est totalement impliqué dans le mécanisme de réversion de l'inflammation ou de prévention de l'inflammation, notamment à travers une série de molécules, les AGCC, les acides gras à courte chaîne, mais il y en a toute une palanquée de différents et qui sont produits par notre microbiote intestinal et qui viennent prévenir ou réverser l'inflammation, notamment sur celle qui peut se mettre sur les tissus articulaires et donc créer ces maladies-là. Alors, le lien est établi aujourd'hui, il y a plein de publications qui sortent qui vont dans ce sens-là. Ok, mais ça me fait une belle jambe, quoi. Qu'est-ce que j'en fais au quotidien? Une amie qui se reconnaîtra dirait concrètement j'en fais quoi? J'ai essayé de rassembler un petit peu à la fois ce que j'avais expérimenté quand avec ma société précédente, on avait travaillé sur les prébiotiques et l'inflammation, et puis quelques bibliographies. Clairement, il y a une synergie qui semble ressortir dans les études scientifiques entre enfin, il y a deux choses. Il y a à la fois une famille de micro-organismes et notamment de bactéries qui sont en surabondance dans les cas d'inflammation articulaire. Et donc, il faut voir de quoi elles se nourrissent et on peut moins les nourrir
et donc les rendre moins présentes. Et de l'autre côté, il y a une famille de bactéries, et des grandes familles de bactéries, qui peuvent être, elles, au contraire, nourries pour produire ces AGCC, ces molécules, entre guillemets, dites anti-inflammatoires. Donc, c'est une stratégie à deux volets, c'est-à-dire à la fois par notre alimentation, et pas que alimentaire, notre alimentation aussi psychologique, stress, etc., respiration, venir limiter la prolifération, en particulier d'une famille qui s'appelle Rhinococcus. Alors j'avais mes notes Gnavus, et au contraire faire venir augmenter d'autres souches. Donc comment faire augmenter les souches plutôt bénéfiques? Si c'est spécifique aux douleurs articulaires, il y a une conjonction entre les aliments riches en DHA et ALA, qui sont deux acides de lipides, deux huiles contenues des aliments et particulières, et qu'on appelle aussi oméga 3 ou oméga 6. Et dans ce cas-là, on va plutôt privilégier, on va les trouver dans les végétaux plutôt riches en huile, comme les graines de lin, comme les noix, mais la noix de Grenoble, pas forcément les noix de cajou, etc., la noix, dans l'avocat, etc. Et il y a une synergie, donc déjà une alimentation plus riche dans ces aliments-là vient favoriser notre microbiote et la production d'acides gras à courte chaîne qui viennent prévenir ou soigner les phénomènes inflammatoires. Mais on a aussi le fait de diminuer, et une synergie avec ces aliments-là et un certain nombre de poissons gras, etc. Et donc de la grande famille des oméga qu'on va retrouver. Donc il y a une synergie entre les deux. Alors si vous êtes purement végétarien ou vegan, ben, vous allez avoir peut-être un peu moins cette synergie-là, mais avec les aliments riches en ALA et DHA, c'est déjà un pas. Il y a bien sûr des compléments alimentaires qui vont là-dedans, mais moi je privilégie plutôt de nourrir notre microbiote pour le faire travailler. Et vous avez aussi la synergie avec les omégas d'origine marine notamment, et les deux sembleraient, selon les études que j'ai pu voir et interpréter, agir ensemble. Encore une fois, là moi j'ai pas de discours médical, j'ai juste vous faire part de vulgariser ce que je lis, ce que je vois, ce que j'étudie, ce que je regarde et ce que je constate aussi. Donc plutôt favoriser ces aliments-là. Et alors maintenant, comment on fait baisser, si on est soumis à plutôt ce type d'inflammation, la population de Ruminococcus gnavus ou gnavus? Eux, ils sont, et alors c'est pas une surprise, ils sont friands et ils sont même extrêmement habiles des protéines animales et de l'alcool. Donc il y a clairement un lien avec la consommation régulière d'alcool et de protéines animales, et je vais dire une augmentation, une surreprésentation de cette famille de bactéries, et qui, elles, vont plutôt produire pour... Alors, elles ne le font pas pour nous rendre malades. Ce qui se passe, c'est que les produits de dégradation de ce type d'aliments par cette famille-là créent des métabolites secondaires, donc des petites molécules qui vont circuler dans notre organisme et venir se fixer sur les articulations et créer ce mécanisme inflammatoire. Donc, je pense que puisque tu me posais cette question, Pascal, si tu es confronté à ça, moi j'ai envie de dire de te faire conseiller d'aller peut-être creuser sur ces deux pistes-là. Une, de diminuer la représentation de ces souches-là qui sont très très sensibles aux protéines animales et à l'alcool, et de l'autre côté, peut-être favoriser l'émergence d'autres souches qui produisent ces AGCC qui viennent soulager. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur cette question-là, puisqu'elle était spécifique et je m'étais engagé d'y répondre en live, donc c'est fait. Et n'hésitez pas vous aussi à me poser vos questions. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire là. Si vous le voulez bien, je vais vous proposer une méditation pas trop longue, mais à l'heure qu'il est, je pense qu'elle va nous permettre de passer petit à petit en mode cocon et accueillir ce début de soirée le plus dans la paix possible. Et puis après, je vous donnerai, après la méditation, une petite réflexion que je vous laisserai méditer. Ok ?
Oui, alors Pascal, ah ben oui, mais très bien. Alors avant d'y aller, l'huile de cameline riche en oméga 3. Ouais, alors oui, moi l'huile de cameline, je l'utilise aussi en mélange avec d'autres. Ça en fait partie, ouais, il y en a plusieurs. Mais oui, la famille des oméga 3, notamment associée avec d'autres, va pouvoir aller plus tôt là-dedans. Donc voilà les pistes que je te donne et tu peux les creuser. Et puis encore une fois, n'oublie pas ce que moi j'expérimente et je crois et je vois surtout les transformations des personnes que j'accompagne qui est favoriser la biodiversité de ta planète intérieure. Donc voilà, quand je dis cette famille d'aliments, c'est essayer de travailler sur tout le spectre, c'est-à-dire l'huile de cameline, ouais, mais tu vois, passe pas qu'à ça, tu peux la rajouter, mais à ce moment-là, tu peux faire un petit mélange, ou un coup celle-là, un coup avec de l'huile de lin, ou y rajouter, alors l'huile de lin, elle se fait pas frire, elle se fait pas chauffer, et huile d'olive, etc. Donc il y a un certain nombre de différentes huiles, avec l'avocat, avec les noix, avec les fruits secs, etc. Et puis, si que ce soit au niveau éthique ou au niveau nutritionnel, tu vas aussi sur un certain nombre de poissons gras, ou sinon tu as des sources en complément alimentaire via les oméga 3 d'origine marine. Ça fait une belle synergie avec tous ces acides gras d'origine végétale qui viennent favoriser ça. Donc, limiter ce qui va faire de l'inflammation articulaire, et deux, favoriser le processus naturel via le microbiote de réversion du processus inflammatoire. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager sur ces recherches-là. Ok, écoute, Marie-Laure, bienvenue, tu arrives juste pour la méditation. Je vous propose de prendre une pause et une posture qui vous va bien, la plus confortable possible. Si vous choisissez de vous allonger, allez-y, faites-le. Mettez plutôt les jambes pas croisées et les bras le long du corps. Et si vous restez assis, mettez les pieds bien à plat. La colonne vertébrale bien alignée entre votre tête, votre nuque, votre dos, votre bassin. Et puis, commencez tout simplement à détendre peut-être vos épaules, les muscles du visage. Et si vous voulez fermer les yeux, ne vous gênez pas. Si vous voulez les garder ouverts, gardez-les ouverts. Et je vais appeler le son de mon petit bol tibétain que j'aime bien. Et qui, tiens, je ne résiste pas à vous le montrer. Il y a le mantra de la compassion qui est gravé dessus, le fameux Om Mani Padme Hum qui est gravé aussi à l'intérieur. Et je trouve assez sympa de faire cette méditation qui aujourd'hui a le thème de la gratitude et la compassion avec ce bol-là. Allez, c'est parti. Je vous invite à porter votre respiration, votre attention sur votre respiration, sans chercher à la forcer, à l'accélérer, la ralentir. Juste prendre conscience à l'inspiration que c'est une inspiration, peut-être à la fraîcheur de l'air qui rentre dans les narines ou dans la bouche, et à l'expire que c'est une expiration. J'inspire, je sais que c'est une inspire. J'expire, je sais que c'est une expire.
l'inspiration, vous pouvez suivre l'air jusqu'au plus profond de votre ventre. Et à l'expire, chassez l'air lentement. J'inspire profond, j'expire lent. À l'inspire, vous pouvez porter votre attention sur votre ventre. Peut-être même poser vos mains autour du nombril, doucement sur votre ventre sans appuyer. Et juste observer s'il y a des tensions ou pas. Votre ventre se gonfler quand vous respirez, se dégonfler à l'expire. Percevez-vous de la chaleur, celle de vos mains, ou tout simplement le tissu sur la paume de vos mains, ou rien de tout cela. À l'inspire, observez s'il y a des tensions, des douleurs, une sensation particulière. Et à l'expire, juste se dire, j'ai le droit de ressentir ce que je ressens. À l'inspire, on peut observer que le ventre ne nous demande rien et fait son travail, souvent invisible. Il abrite ces milliards, ces milliers de milliards de bactéries, de champignons, levures, virus, qui vivent en parfaite harmonie avec nous, qui sont indispensables à notre santé. À l'expire, je peux leur dire merci. Merci d'être là. Merci de vivre avec nous. Merci d'être si utile à notre santé. À l'inspire, j'accueille mes microbes. À l'expire, je leur dis merci. À l'inspire, je vous invite à observer ce que ça fait en vous. Est-ce que ça vous détend ou au contraire fait remonter des peurs, des tensions, des angoisses? Ou rien de tout cela? À l'expire, vous pouvez chasser tout cela hors de vous. Et maintenant, je vous invite à déplacer votre attention sur d'autres parties de votre corps.
vos cuisses, la gauche, la droite. Vos genoux, vos mollets, le gauche, le droit. Vos chevilles, vos pieds, le gauche, le droit. Et d'observer s'il y a des douleurs, des tensions, des sensations particulières. À l'inspire, pouvoir leur dire merci d'être là, en santé, même si parfois j'ai des douleurs. Ils sont là tous les jours pour moi. À l'expire, si j'ai ressenti des tensions, je peux les chasser hors de mon corps. Je vous invite, tout en suivant votre respiration, à remonter peut-être et à porter votre attention sur vos poumons. Et prendre une inspiration qui va de votre ventre à vos poumons, à votre cage thoracique, et d'apprécier l'air qui y rentre. Cet air si précieux, cet oxygène vital. Que je peux respirer à chaque instant, sans même en avoir conscience. Mon corps respire, capte cet oxygène, la diffuse à travers toutes mes cellules, me permet d'être en vie. Je peux m'arrêter un instant et observer la beauté de cette merveilleuse machinerie que sont mes poumons. Peut-être ai-je des tensions, des douleurs. À l'expire, je les chasse hors de moi. Et comme pour mon intestin, pour mon ventre, je peux être en gratitude pour mon microbiote pulmonaire, ces centaines de milliards de bactéries, champignons, virus qui, tous les jours, cultivent ma muqueuse pulmonaire, empêchent d'autres micro-organismes de venir m'infecter et font tous les jours un travail merveilleux pour mon système immunitaire. J'inspire, j'ai conscience de cette symbiose. J'expire, je remercie mon microbiote pulmonaire. Je peux peut-être à nouveau mettre mon attention un petit peu plus haut sur ma tête, mon cerveau, mes pensées. Et là aussi être en béatitude devant une si belle machine et la magie qui s'y passe. Et à l'expire, chasser mes peurs et mes pensées lourdes, pesantes, qui ne sont plus nécessaires à cet instant.
J'inspire. Je vois la beauté de mon corps dans son entier. J'expire. Je le remercie d'être là à chaque instant. Je peux peut-être à ce moment-là ressentir l'ouverture de mon cœur. Être en gratitude d'être en santé. Avoir une pensée pour que ce que j'aime, mes proches, et toute l'humanité puissent bénéficier de mon amour. J'ai conscience que la paix qui m'habite me soigne, me calme et me permet d'en faire bénéficier mon entourage. J'inspire, je suis en paix. J'expire. Je suis heureux. J'inspire, je suis en paix. J'expire, je suis heureux. Vous pouvez à votre rythme peut-être détendre votre nuque, bouger les épaules lentement, peut-être bâiller, bouger vos cuisses ou vos mollets, faire tourner vos chevilles et ouvrir les yeux quand ce sera le moment. Comment vous sentez-vous? Moi, j'ai reconnecté à une sorte de paix, même de confiance intérieure. Et même si je vous l'avais partagé, j'avais choisi de faire plutôt grandir et nourrir en moi la vision consciente de ma bonne santé, de ma vitalité, mais également il y a toujours une petite part de peur qui peut être là. Merci Pauline, relax, de la détente, c'est cool. C'est très bon pour le système immunitaire. Et donc, du bonheur Simone, génial. Donc voilà, quelle graine on veut faire pousser, qu'est-ce qu'on veut nourrir, est-ce qu'on va nourrir la peur ou est-ce qu'au contraire on va nourrir... Maria dans la joie, génial. Nourrir finalement l'état d'être que nous avons et cette santé que nous avons.
Ça fait 1h15 maintenant qu'on est en direct. Je ne veux pas faire trop long non plus. Mais dans la continuité de cette méditation et de nos partages de tout à l'heure, la tristesse que j'avais ressentie en voyant ce qui nous oppose ou ce qui peut parfois durcir et privilégier plutôt l'élan de conscience plutôt que nourrir la peur et vouloir à tout prix avoir raison. L'ouverture, heureuse de vivre dans la joie, du calme, la volupté, de la détente. Waouh, merci de s'écouter. Mais ouais, merci Hélène pour ça. Et on en revient à notre, on peut l'appeler libre arbitre, puissance intérieure, responsabilité, conscience. Mettez les mots qui vous vont bien. Et mon regard a changé, c'est bien possible. Moi, en conclusion, j'avais envie de vous partager ce qui m'a presque amusé et qui illustrait bien mes propos de ce soir. Peut-être 2 personnes, je ne sais pas si vous les suivez, moi je les suis aussi. Une qui s'appelle David Lefrançois, c'est un neuroscientifique qui a été un peu des pionniers du coaching, qui a une grande communauté, qui a une école de coaching, etc. Et qui... Simone, tu m'amuses, il a retrouvé son œil pétillant. Ouais, je l'ai trouvé. Et David Lefrançois, dans les premiers jours de l'annonce de pandémie, parce que sommes-nous en pandémie, j'en sais rien, en tout cas de l'annonce de la pandémie, a fait à la fois un hashtag, une communauté qui s'appelle Fuck Coronavirus. Et j'ai trouvé l'initiative sympa de vouloir finalement créer de l'entraide autour de ça, de la réflexion, de l'échange, ne pas s'isoler alors que le confinement allait être un peu à l'ordre du jour. Ça a été un des premiers là-dessus. Par contre, il y avait quelque chose en moi qui vibrait pas, qui était le fuck coronavirus. Et pourquoi ? Parce qu'on se mettait contre. Et c'est même violent, quoi. Alors même si je comprends le mot, tout ça, c'était l'histoire de fédérer, de choquer, etc. Mais il y a un grand principe qui est ce à quoi on résiste persiste. Et finalement, vouloir baiser le coronavirus ou vouloir lui faire sa peau, c'est être dans cette énergie finalement de rejet, de peur, de séparation, de dualité, et de refuser finalement le fait que nous sommes tous interreliés, même avec un virus, et que peut-être que l'énergie de vouloir le rejeter crée aussi cette énergie de le craindre, une énergie plus de peur, que je ne dis pas d'accueillir, ouais, génial ça, non, mais dans quelle énergie encore allons-y ? Allons-nous agir et prendre notre responsabilité ? Et puis ce matin, j'ai vu l'initiative d'une personne que j'admire beaucoup qui s'appelle François Lemay, et qui est canadien et qui est super marrant, qui est un showman complet, mais avec des conférences assez profondes, qui est sur l'acceptation de soi, sur la pleine conscience, fait des retraites Vipassana, etc. Et lui, son hashtag, c'est Love Coronavirus. Et donc, vous voyez où je veux en venir, on a Fuck Coronavirus et on a Love Coronavirus. Et moi, je prends pas... Moi, j'ai mon opinion, j'ai ma vérité, j'ai mon champ de conscience qui est plutôt dans Love Coronavirus, non pas dans, comprenez-moi bien, pas dans j'aime ce coronavirus, mais je me dis que la seule vibration que l'on puisse envoyer, c'est une vibration d'amour, c'est une vibration à l'intérieur de nous, mais d'amour de nous-mêmes, c'est-à-dire reprendre le pouvoir que même si nous devons accueillir ce virus, notre système immunitaire, nos défenses, notre façon de pouvoir nous maintenir en santé peut retarder les symptômes, peut nous permettre d'aller plus loin, voire même de traverser cette épreuve sans grande difficulté. Et que finalement, en partageant ça, on peut du coup aider aussi les autres qui seront peut-être plus vulnérables à pouvoir se protéger, à pouvoir leur amener du réconfort. Et je ne sais pas si ma maman est toujours là et si elle pourra confirmer ce que moi j'ai ressenti, mais
Le week-end dernier, je suis allé la visiter parce qu'on est séparés de quelques 500 kilomètres. Et elle vit seule. Et à 86 ans, finalement, je suis allé la voir. Elle est parfaitement en forme, elle est en santé, elle est autonome, elle est formidable, elle conduit, elle va faire ses courses, elle va dans ses clubs de plein de choses, elle est active, elle entretient son jardin. Et je vais la visiter tous les 15 jours pour aussi voir ma fille. Et là, il s'était passé même pas 15 jours, 10 jours. Et pourtant, je sentais plus d'inquiétude. Son environnement n'avait pas changé. Par contre, les peurs autour, l'anxiété était là. Et j'ai pensé que, sûrement, j'avais fait plus de bien en étant auprès d'elle qu'en passant tous les messages de je sais pas quoi, etc. Et donc, je pense que si on accueille cette énergie d'amour au fond de nous, on a peut-être aussi plus de facilité à pouvoir la transmettre et par moment, c'est peut-être le mieux qu'on puisse faire. Moi, je ne suis pas médecin. Je n'ai pas le pouvoir de guérir par d'autres façons, mais j'ai peut-être ce pouvoir-là et ça part d'une volonté de pouvoir s'ouvrir vers cette énergie-là. Donc, je vous laisse ça à méditer. Fuck coronavirus, résister, aller contre, combattre et finalement rejoindre cette énergie de on est en guerre. Et donc il y a les pour, il y a les contre, il y a les ennemis, il y a les machins, etc. Est-ce que vous voulez nourrir cette énergie-là ou au contraire aller plutôt sur love coronavirus? Et c'est les mots de François Lemay. Moi je m'y reconnais plus, mais encore une fois, allez voir ce qui travaille. Vous pouvez aussi peut-être être ni l'un ni l'autre et avoir votre propre voix et partagez-moi-le, ça m'intéresserait. Mais voilà ce que je voulais vous livrer. Donc quelle énergie vous allez vouloir accueillir? Où mettez-vous votre focus? À qui donnez-vous votre puissance? Est-ce que vous laissez votre puissance Ah, maman, merci de le dire, c'est juste. Ben, écoute, ça me donne un grand sourire. Et finalement, aller nourrir cette part-là en vous et peut-être en faire bénéficier d'autres ou au contraire vous replier. Les phases de repli nous servent aussi, ces phases de contraction, de peur, de colère, de révolte, nous servent aussi à nous épanouir plus tard. Je ne juge absolument pas que vous soyez dans l'énergie contre ou dans l'énergie love, juste accueillez-la, autorisez-vous à le ressentir et puis partagez-moi vos commentaires. Vous savez maintenant comment on fait, que ça soit sur le replay va être disponible sur ma page. Continuez à commenter, partager et puis dites-moi ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous avez envie de faire grandir en vous. Et puis pour ma part, on se donne rendez-vous dans 2 jours. Et puis si ce créneau vous va bien, on reste sur le créneau 18-19. Si je change de créneau, je vous le dirai demain ou après-demain le matin pour vous en informer. En attendant, prenez bien soin de vous, l'amour et l'énergie. Et puis méditez à quelle énergie vous avez envie de faire grandir. Je vous embrasse. À très 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 bientôt.